fait le Ulule et il y avait un marché. Parce que en un mois, on a fait 230 000 € et on a vendu 7 500 culottes. C'est Océan Bleu, t'as pas de marché, donc t'as pas de concurrent. Alors c'est cool de pas avoir de concurrent, mais si t'as pas de concurrent, c'est peut-être qu'il va pas marcher. Donc tu te lances dans un truc, potentiellement tout le monde s'en fout. Tu vois. C'est la première influenceuse qui a parlé de Réjeanne et qui nous a propulsé. Enfin, ça a été incroyable en fait. Le sujet était beaucoup moins tabou après. Ouais, c'était beaucoup moins tabou après. Elle a fait une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues, c'était énorme, où elle a parlé des règles, de la gestion des règles, des douleurs, des tabous, et donc elle avait mentionné Réjeanne. Rumble connaît aussi les exigences et la vision de Réjeanne par rapport à l'acquisition, genre pas de brand, des nouveaux clients, le fait que c'est la renta avant tout, pas le chiffre d'affaires, tu vois, le fait que Rumble connaisse bien Réjeanne pour bien l'accompagner. Les agences adorent la brand, parce que si tu vas mettre la brand dans les chiffres, t'as une renta de dingue, t'as un ROAS de fou. Ça améliore le dashboard. Mais quand t'enlèves la brand, l'empereur est nu, si tu veux. Bonjour à tous. Bonjour. Salut, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour Wai. Merci d'être là aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode de notre podcast autour de notre agence Rumble et notamment de tous les acteurs du digital qu'on rencontre sur cette chaîne. L'idée, c'est de faire un tour assez global des acteurs, des innovations dans le milieu du digital, à la fois pour les marques qui souhaitent justement soit se lancer, soit faire évoluer leur stratégie d'acquisition. Et aujourd'hui, on pense qu'on a un bel acteur présent avec nous aujourd'hui, donc Wai, qui a fondé en 2017-18 une marque de culottes menstruelles, donc un secteur assez différenciant, assez à démocratiser, j'ai envie de dire, parce que c'est un sujet qui n'est pas facile non plus à aborder pour les marques, trouver les influenceurs avec lesquels travailler, les motiver, avoir de la pédagogie sur le secteur. Donc tu vas pouvoir nous en parler. Je te propose peut-être d'abord de faire un petit retour sur qui t'étais avant Réjeanne, si je peux me permettre. Oui, ça marche. Alors avant Réjeanne, donc l'histoire de Réjeanne, c'est l'histoire de moi et de mon associée Alexandra, qui est la cofondatrice de la marque. Et donc l'histoire de Réjeanne, en réalité, elle a 10 ans, c'est ce que je me disais pendant que tu parlais. Parce que même si on s'est lancé sur Ulule en 2018, les premières petites racines, c'était en 2016, quand mon associée Alexandra a accouché de sa deuxième fille. Et c'est elle d'ailleurs qui a vraiment eu l'idée des culottes menstruelles, qui a vraiment eu la vision, parce que quand sa fille est née et qu'on lui a tendu le slip filet, elle en a vraiment eu marre à ce moment-là. Bref, c'est un peu de la merde, hein, le slip filet, c'est pas très confortable, on dirait un filet de pêche avec un énorme truc à l'intérieur. On n'aura jamais l'occasion de l'expérimenter, nous. Mais bon, c'est voilà. Après un long et dur accouchement, c'est un peu la goutte d'eau un peu finale. Donc on se parlait pas mal au téléphone et c'est elle qui faisait ses recherches à l'époque et qui a vu la culotte menstruelle aux États-Unis et qui m'a dit franchement, il existe un truc, ça m'a l'air pas mal du tout. On dirait une culotte normale, elle intègre un assemblage de protection, absorbant, imperméable, c'est beaucoup plus confort, c'est lavable. Voilà, c'est cool, quoi. C'est plus confortable. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé à ce moment-là parce que, voilà, moi, j'ai des règles très abondantes, faut le savoir. Et du coup, c'est sûr que pendant... quand je faisais des longues réunions, parce que j'étais avocate pendant 10 ans, donc j'ai connu les longues réunions qui peuvent durer 5-6 heures où franchement, t'es vraiment en stress, quoi. Donc, je faisais des Tetris de serviettes. Bref, c'était un peu... c'est hyper tabou comme sujet, mais bon, voilà. Chacune fait un peu comme elle peut. Donc, quand elle m'a présenté ce truc-là, je me suis dit, non, mais c'est une super idée. Sauf que le produit, je trouvais qu'il n'était pas très beau. En fait, je trouvais qu'il était moche. Ce qu'elle m'avait montré sur Internet. Et c'est là où j'ai dit, ce qu'on pourrait faire, c'est réfléchir à quelque chose qui soit à la fois technique, donc qui absorbe bien, et qui soit aussi beau, qui soit joli, plus dans nos goûts européens, français. Donc c'est là où il y a eu une longue phase de réflexion, de R&D. On a fait une culotte, je me souviens, dans la cuisine d'une amie. Alexandra m'avait imprimé tous les brevets qui existaient à l'époque. Il n'y avait pas tant que ça, parce qu'il y avait une marque américaine. Toutes les startups commencent dans la cuisine, j'ai l'impression. Ouais, pour le coup, garage ou cuisine. Dans la cuisine. Dans le garage ou dans la cuisine. C'est ça. Alors, vu qu'on est avocate, on avait quand même un peu peur des brevets. Donc, on a lu. Il y avait un brevet. En fait, il y avait 2 brevets. Il y avait un brevet américain, un brevet australien qu'on a lu. Là, on s'est dit, attends, il y a d'autres assemblages possibles, pas mal du tout. Donc, encore une fois, dans cette fameuse cuisine. Et là, ça me pris un peu de temps. Ensuite, on s'est dit, merde, est-ce qu'on n'est pas complètement illuminé avec notre idée ?
Et là, Alexandra m'a dit, bah, tu sais, il y a une façon assez claire de voir si Savoir ça oui marche. ou non c'est complètement fou. C'est un Ulule, c'est un crowdfunding. Bah, je pense que tout le monde connaît le concept maintenant, mais en Tu gros... peux peut-être leur expliquer, c'est vrai. Ouais, en gros, tu prends aucun risque. Tu Ouais. montes une page sur Ulule et tu dis voilà mon produit, tu as un schéma, il va fonctionner comme ça. On avait fait une vidéo, un peu ludique pour expliquer et tu produis pas ton produit. Tu dis voilà mon produit, voilà le concept. Qui veut bien, moyennant évidemment un prix pas cher, l'acheter en pré-vente. Ok. Donc comme ça, tu prends pas de risque et tu vois s'il y a un marché. Parce que tu peux ouvrir un Ulule, si tu fais 0 €, tu te dis bon bah je vais Le rester produit n'est pas avocate. top. Ouais, voilà. Je vais retourner Le à marché mes n'est pas contrats. prêt. Ouais. Le marché n'est pas prêt. Pas de marché. Voilà, donc du coup, on a fait le Ulule et il y avait un marché parce que en un mois, on a fait 230 000 € et on a vendu 7 500 culottes. Mais moi, ce qui m'a touché le plus, c'était les commentaires. Parce que c'est là où je me suis sentie moins seule. Parce que dans les commentaires, il y avait ouais, j'avais vraiment envie de ce produit, enfin ce produit, c'est exactement ça que je voulais. Donc, il y avait notamment cette femme qui était dans l'armée qui a dit non mais ça va me sauver la vie quand je vais partir en mission, je vais avoir ça et c'était hyper touchant en fait de lire ces messages et de dire nous n'étions pas seuls. Ok, ouais, c'était ta preuve de marché à toi. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a personne qui fait ça. Hein. Ouais. Les énormes marques que vous connaissez aujourd'hui et que les gens connaissent d'ailleurs plus que Réjeanne, elles n'existaient pas. Hein. Elles ne faisaient pas ce type de produit. Donc, il n'y avait pas, en fait. La culotte menstruelle en dentelle, il n'y avait pas à l'époque. Ouais, parce que toi, ta proposition de valeur, c'est de faire à la fois un produit technique parce qu'il permet de résoudre le problème des menstruations. Des règles. Ouais. Et en même temps, en faire un produit sexy parce qu'il n'y avait pas ça sur le marché, en fait. Ouais, exactement. On voulait faire quelque chose qui soit quand même beau, esthétique et technique. Tu vois. C'était ça le challenge. Okay. Ouais, donc la campagne Ulule, c'est la preuve qu'il y avait le marché. On n'était pas seuls. Et en termes de chiffres, ça a donné quoi cette campagne? C'était 230 000 €. Ouais, ça permet de faire un très bon lancement. Très bon lancement. En fait, ça te permet de produire, parce que ce qu'il faut savoir dans le textile, c'est que tu peux pas produire 2 pièces. Tu vois. Il y a des minimums de commandes, des minimums de commandes par référence. Donc, ça te permet d'avoir une belle somme d'argent pour ensuite acheter tous tes tissus et faire ta première prod. Qu'en fait que personne n'aurait voulu faire pour toi si t'as pas. Et t'avais quitté ton job d'avocat pendant toute cette période Oui, c'était. La phase où on réfléchit, on essaie de refaire le monde, non. Non, ouais, je me doute. D'ailleurs, c'était un peu bizarre cette phase parce qu'à des moments, on se disait est-ce qu'on n'est pas en train de, tu vois, de rêver sur un truc dont tout le monde s'en fout. C'est une espèce c'est pas une hallucination, mais un délire un peu. Oui, encore plus, je pense, dans des secteurs à démocratiser où il faut faire de la pédagogie. On se dit, on est tout seul, c'est un océan bleu. Ouais, océan bleu, c'est exactement ça. C'est le seul mot, c'est océan bleu, t'as pas de marché, donc t'as pas de concurrent. Alors c'est cool de pas avoir de concurrent, mais si t'as pas de concurrent, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. Donc tu te lances dans un truc, tout le monde, potentiellement, tout le monde s'en fout, tu vois. Et toi, du coup, tu avais fait cette veille aussi aux US et de te dire, s'il y a des produits aux US et qu'il y a un marché, potentiellement. Potentiellement, il y en aurait un en Europe. Tu vois, c'est ce qu'on s'est dit. Si ça cartonne aux US, potentiellement, ça peut peut-être cartonner en France. Ouais. Et je crois que sur Ulule, ton projet, pour le coup, c'était le projet d'entrepreneuriat féminin le plus rapide, le plus financé. À l'époque, en 2018, c'était un gros carton. Ça montre que ça fait un beau lancement. Oui, c'était un très beau lancement, effectivement, sur Ulule. Oui. Et la phase d'après, comment tu as fait pour commencer à croître, je veux dire, l'année d'après, après la période Ulule, justement? Alors, c'est sûr qu'après le Ulule, tu retombes, forcément, parce que tu n'as pas de site web, tu n'as pas de pub, tu dois tout construire après le Ulule, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours eu on peut appeler ça une espèce de passion pour le digital. Moi, je me souviens que il n'y avait pas de marque ni rien parce que j'étais avocate, mais en 2016, j'avais un peu trifouillé dans le business manager de Facebook et j'ai trouvé ça fascinant. C'est la grosse époque, 2016, c'est la grosse époque des dropshippers et j'avais parlé à un dropshipper qui vendait des maillots de bain. Et j'étais fascinée parce que avec 3 bouts de ficelle sur Facebook, c'était Facebook à l'époque en 2016, tu pouvais, tes pubs elles t'apportaient des abonnés, un coût par clic, coût d'acquisition extrêmement bas. Il n'y avait pas l'enfer des créas, pour en parler un peu plus tard, mais l'enfer des créas, c'était super facile. Et c'est vrai qu'on a toujours eu cette passion pour le digital. Donc après le Ulule,
On était assez heureuse de monter notre site internet, de lancer nos premières ads, de travailler notre SEO. Donc, ça s'est fait assez rapidement en réalité, dans la continuité de notre Ulule. Ouais, c'était une vocation pour toi finalement. Bien, c'était dans la logique. Le e-commerce. Ça traînait dans ta tête et il fallait que ça se traduise sur le papier par un projet entrepreneurial. Ouais, le e-commerce, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé en fait. Après, moi, je suis la génération qui a vu la naissance de. Moi, j'étais à la fac quand Facebook est né. Il fallait avoir son adresse mail. À l'époque, tu pouvais pas. Tu devais être à la fac. D'abord aux États-Unis. Moi, j'étais à la fac en Angleterre. Il fallait peut-être ton adresse email pour ouvrir son compte Étudiante Facebook. pour. Étudiante, c'est là où tu partais. Ah ouais. Nous, on n'a pas connu. C'était On n'a pas connu. De la folie. On était jeunes encore. On avait un wall. Non, mais c'était n'importe. En fait, non, mais la vie privée, c'était de la folie. Tu avais un wall sur ton truc Facebook et on s'écrivait des messages privés et on mettait nos photos de soirée sur nos walls. Ok, ouais. C'est sympa, ça. Bon, après, on est allé les delete avec le temps. Mais oui, donc, je pense qu'elle vient de là, notre passion partagée avec Alexandra, c'est que voilà, on a vu la naissance de Facebook, on a connu cette phase, ensuite le fait de pouvoir faire des pubs aux gens sur Facebook. Vous vous êtes rendu compte de la force que ça pouvait avoir. La force du commerce. On a aussi vu les débuts de l'influence. Moi, je me souviens des premières vidéos. D'ailleurs, Enjoy Phoenix, c'est un peu la première dans sa cuisine ou son salon à faire ses premières vidéos sur YouTube, la naissance de l'influence, tout ça. Je crois qu'elle t'a bien aidé d'ailleurs, Enjoy Phoenix, c'est ça ? Oui. C'était après une phase très compliquée parce que le sujet des règles est quand même très tabou. Et donc après une phase très très compliquée, c'est la première influenceuse qui a parlé de Réjeanne et qui nous a propulsé. Ça a été incroyable en fait. Le sujet était beaucoup moins tabou après. Ouais, c'était beaucoup moins tabou après. Elle a fait une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. C'était énorme, où elle a parlé des règles, de la gestion des règles, des douleurs, des tabous. Et donc, elle avait mentionné Réjeanne. Ça, c'était combien de temps après le début à campagne Ulule? C'était assez rapide. Okay. C'était assez rapidement après le début. Je dirais que c'était... ça devait être fin 2018 ou début 2019. Ouais, donc t'as vraiment eu c'était en 2019. T'as eu un beau lancement entre Ulule, etc. Ça aussi. Ça avançait bien au début. C'était Effectivement, on a eu beaucoup de chance pour Marie Lopez. Ouais. Ok. Ouais, c'est une bonne chose. Et toi, du coup, tu as vu aussi tout le e-commerce se transformer? Parce que nous, ça fait un bout de temps qu'on est dans le pays média, dans le e-commerce. On a vu ça pas mal évoluer. Antoine, lui, il a commencé par faire des premiers sites en propre pour lui-même. Et ensuite, on a monté l'agence, nous, il y a 2 ans. Donc, on voit aussi les évolutions. On voit qu'il y a de plus en plus de parts. Toi, tu es là depuis 2018 avec un e-commerce clair, précis. Et tu as vu comment ça a évolué, pour toi, cette partie-là? Ça a énormément évolué. C'est-à-dire que, c'est clair qu'en plus, avec l'IA, les changements sont de plus en plus rapides. De toute façon, les paid ads, ça, depuis 2016, pour moi, ça évolue tout le temps. Ouais. C'est pour ça que c'est important même si on le fait, on l'internalise, c'est important pour nous d'avoir une agence comme Rumble à nos côtés pour faire de la veille, dire... ça, c'était... exclure cette audience sur Google, c'était pas possible. Maintenant, ça l'est, parce que... la stratégie, maintenant, Antoine, tu la connais, donc tu sais que je n'aime pas la brand, que l'acquisition, pour moi, c'est aller chercher des nouveaux clients parce que, moi, je pense que mon produit, les gens n'achètent pas des culottes de règles tous les 4 matins. J'ai du repeat sur le site parce que les gens viennent prendre un produit, puis après, ils reviennent, mais... On n'a pas non plus besoin de s'acheter des culottes démenstruelles tous les 4 matins. Quand on a un stock, c'est comme un aspirateur ou un sèche-cheveux, on va le garder un certain temps. Donc moi, je suis obsédée par l'acquisition des nouveaux clients. Donc tu connais mon obsession sur les exclusions d'audience, que je veux toujours une audience qui ne me connaît pas. Donc sur les veilles, Antoine peut me dire maintenant tu peux les exclure. C'est ce type de tips. C'est les créas aussi. On a vu en 2016, on s'en foutait de la créa, soyons clairs. Ça pouvait être moche, ça vendait quand même. En 2026, ça marchait. Ça pouvait être laid. Tu pouvais utiliser la même créa pendant longtemps, pendant des mois. Tu pouvais dépenser ta créa de l'année. des dizaines de milliers d'euros sur une créa, ça marchait, etc. Genre, limite, tu te prenais plus la tête sur qui t'allais cibler. Si t'étais en mode cibler les 18-25 qui aiment les vélos. Tu te souviens de cette époque où tu pouvais cibler en fait les intérêts, machin. Tout ça, maintenant, on s'en fout parce que... et puis ils ont même sorti de la plateforme aujourd'hui avec toutes les logiques RGPD. Tu peux plus cibler les audiences de la même manière. Il y a beaucoup moins de choses. Et puis, t'as l'IA qui cible pour toi, en fait. T'as la PMax ou, tu vois, sur
Meta, c'est pareil. Ouais. Plus personne fait du. Enfin, Les ciblages par intérêt, c'est assez rare. Tu laisses de temps en l'IA temps, choisir, tu laisses Ouais. Meta choisir, et donc la créa dont on s'en foutait avant, c'est devenu hyper central. Il faut que tu produises tout le temps des créas. C'est beaucoup de boulot. C'est ce qui valorise, c'est ce que l'algorithme met en avant. Moi, j'ai fait une conférence méta là, il y a 2 semaines. Globalement, c'est ce qu'ils ont dit, c'est diversifier vos créas, faites de la variété et du volume, et renouveler les créas énormément sur votre compte méta. C'est ça qui va valoriser votre compte publicitaire, qui va vous mettre en avant, et aussi adresser d'autres personas. C'est aussi comme ça que vous allez adresser d'autres parts de marché, c'est parler des personas dans vos créas. Et ils ont aussi mis en avant un élément intéressant, je pense que tu t'en rends compte, c'est changer le fond d'une image, ça sert pas à grand chose. C'est faire un truc qui soit assez parlant. Et faut que l'œil humain s'en rende compte, qu'on s'en rende compte à l'œil nu, et que c'est ça qui fait que la créa est bonne, et qu'on propose une créa nouvelle finalement par rapport à ce qu'on fait déjà. C'est exactement ça, le volume. Le volume, parce qu'en fait, tu peux jamais savoir à l'avance ce qui va fonctionner. Donc, tu es tout le temps obligé de faire des nouvelles créas. Puis, c'est pas déprimant, mais c'est un peu... Parfois, tu as des créas, tu te dis, ouais, celle-là, elle est incroyable, celle-là, elle est naze. Et en fait, c'est l'inverse. L'incroyable, il dépense 0. Exactement. La naze. C'est souvent ça. Toi, tu es de la team plutôt à te dire, je teste des créas, des belles et des moins belles, et on voit ce que ça donne. Tu fais tous les... même les personas. Hein, la pub, elle est dirigée à un persona, la créa, mais tu fais tout. Je suis en mode, je ne sais pas, on fait tout. Et justement, avec la partie IA, etc., tu arrives à produire plus de volume plus facilement. On avait parlé un petit peu des shootings IA, c'est encore un peu en développement en ce moment. Mais tu arrives quand même à t'en sortir. Quand même. Et je dirais que c'est même presque... grâce à l'IA, on fait plus de créa. Heureusement qu'il y a de l'IA, parce que sinon, ce serait dur de suivre le rythme. Du volume. Donc, non, pour moi, l'IA, c'est hyper important. Et alors, moi, ce que j'ai remarqué chez Réjeanne, je ne sais pas si vous le remarquez aussi, c'est que c'est pas forcément les créas les plus belles qui fonctionnent. Donc, le shooting qui a coûté hyper cher. Moi, je suis hyper fière de uploader ma photo. Et, sur le site, c'est joli. Sur le site, c'est sympa, sur Meta, pour la direction artistique, le respect de ton image de marque, c'est bien d'avoir des shootings un peu pro. Mais maintenant, le truc, c'est qu'on peut les faire à l'IA. Ces shootings très marques, très brandés. Et derrière, il faut aussi... nous, c'est ça un peu la pédagogie qu'on essaie de donner à nos clients. Est-ce qu'il y en a plein qui disent, on est une marque premium, on veut des visuels qui respectent notre DA. Mais en fait, on leur dit, mais les personnes, elles ne se rendent pas compte de votre DA. Même sur Meta, comme tu dis, quand tu arrives sur le site, tu vois la belle photo. Non, mais le site, c'est hyper important. C'est hyper important. Les shootings, etc. Mais ce que je vois, c'est que ces photos ne marchent pas sur Google. Ou c'est pas ce qu'attend l'audience sur Meta. Elles veulent du contenu sympa qui fait cliquer, qui... en tout cas, c'est pas ça qui fait vendre sur Meta et sur Google, ça c'est sûr. Et avec le coût de l'acquisition aujourd'hui, c'est ce qu'on vit, c'est vendre. Donc... faut tester plein de nouvelles choses différentes. Parce que les photos, les vidéos sur le site, c'est très générique aussi. Non, très beau, très générique. Très beau, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne moins bien, quoi. Et pour faire un petit rappel à ceux qui nous écoutent, on t'accompagne du coup, nous, de manière régulière sur les comptes. C'est vrai qu'on l'a pas dit en introduction. Réjeanne est cliente Rumble. C'est ça. Sinon, je serais pas là. Exactement. Mais vous m'accompagnez. Comme je disais, même si on fait les créas en interne, on a internalisé tout ça, c'est important d'avoir un expert qui est au courant des nouveautés pour être à nos côtés, pour regarder le compte, dire attention, là tu dépenses trop, faut que tu baisses. Après, je prends la décision de baisser ou pas, évidemment, mais bon, la plupart du temps, je suis quand même les recos. Parce que toi, tu as une vision agence assez précise. C'est pas d'avoir un partenaire opérationnel, mais plus d'avoir un partenaire stratégique qui te fait de la veille, qui te dit OK, ça, c'est les nouveautés qui sont arrivées sur Meta, c'est les nouveautés qui sont arrivées sur Google. Qu'est-ce qui est intéressant à mettre en place? Nous, on te fait le reco, et après, toi, tu appliques ou pas derrière. Pas déléguer que la partie opérationnelle et tu regardes plus, tu veux juste un reporting. C'est pas ça. Et Rumble connaît aussi, Rumble connaît aussi les exigences et la vision de Réjeanne par rapport à l'acquisition, genre pas de brand, des nouveaux clients. Le ROAS, le fait que c'est la renta avant tout, pas le chiffre d'affaires, le fait de bien que Rumble connaisse bien Réjeanne pour bien accompagner. Et juste rapidement dessus, mais la raison pour laquelle on internalise, c'est que aujourd'hui, si tu fais du digital parce que tu es un e-shop, tu peux pas juste dire moi je fais du Google. Tu peux pas juste dire à quelqu'un toi tu fais du Google,
tu fais du méta, toi, tu fais du clavio. Moi, c'est personnel, je pense que c'est une erreur, en fait. Tu as besoin d'avoir une personne qui regarde de clavio jusqu'à Google, jusqu'à méta, jusqu'à l'influence, jusqu'à TikTok, qui regarde tout ce que ça coûte, qui va aussi trifouiller le Shopify pour voir combien de nouveaux clients, calculer, en fait, combien ça t'a coûté à travers tout ce gros truc. Ouais, tous tes leviers. Et ensuite, après, effectivement, tu as besoin d'experts sur Google, sur Meta. Tu as besoin d'experts pour te dire les nouveautés, parce que tu ne peux pas tout faire non plus. Mais cette vision globale, elle est hyper importante. Et pour moi, aller parachuter un mec sur chaque truc, c'est une connerie. Parce que chaque mec va te lire ton dashboard en individuel en disant ah bah voilà ton ROAS, voilà combien tu as dépensé. Pour moi, c'est une connerie. On sent l'expérience vécue de cette situation. Connerie. Pour la compta, connerie. Ok. Donc la vision transverse sur l'ensemble des leviers digitaux, c'est ce que toi tu conseilles demain à une marque qui veut optimiser son acquisition, c'est de faire ça. T'es obligé d'avoir quelqu'un en interne qui regarde tout et qui se dit voilà, donc là j'ai balancé une newsletter, donc enfin tu vois, ça a des répercussions partout. C'est une bonne chose aussi, hein, c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose, mais faut regarder le truc dans son ensemble. Il faut une vision d'ensemble et une vision aussi incrémentale. Et l'expert comme Rumble, tu vois, qui vient ensuite te dire, vu que ça c'est ta vision, fais attention de bien exclure cette audience, fais attention à ça, qui vérifie le tracking, tu vois, ce genre de choses. C'est pour ça que nous aussi, si je parle du point de vue Rumble, quand on commence à travailler avec une marque, on a un travail en amont de compréhension de la marque, du business, parce que les campagnes, pour qu'elles réussissent et pour qu'elles correspondent à ce que toi t'attends, par exemple, il faut qu'elles aient un objectif business. Donc on essaie toujours de traduire toi tes ambitions d'un point de vue marketing et à chaque nouvelle décision qu'on prend, on essaie de voir à quel pan de la stratégie ça correspond pour voir si on est bien aligné. Et je pense que c'est pas mal de le faire sur chaque pan d'expertise sur lesquels tu travailles, Klaviyo, Meta, Google et tous les autres leviers digitaux que tu mets en place. Ça, c'est assez clé. Exactement. Et toi, tu as une vision assez précise aussi de la brand. Ça, c'est très personnel pour le coup. C'est aussi d'expérience, je pense. D'expérience, non, c'est sûr que moi, la brand, j'aime pas. Alors je peux raconter mon histoire de pourquoi j'aime pas. Ça peut intéresser, je pense. C'est que, en gros, moi, c'est personnel, mais pour moi, la brand, elle se travaille avec l'influence. Avec l'influence. C'est ta notoriété. Nous, on n'a jamais fait de campagne dans le métro, mais pourquoi pas, tu bosses la brand dessus. Mais payer ensuite Google derrière, pour moi, c'est une connerie. Parce que tu as déjà payé l'influenceur, tu as déjà payé ta campagne, etc. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que... c'est pas le cas de Rumble, évidemment, parce que vous savez que je n'aime pas la brand. Donc, on a des budgets très bas sur la brand. C'est plutôt de la protection de marque. Mais j'ai déjà eu l'expérience avec les agences adorent la brand, parce que si tu vas mettre la brand dans les chiffres, t'as une renta de dingue, t'as un ROAS de fou, tu vois. Ça améliore le dashboard. Hein. Mais quand t'enlèves la brand, l'empereur est nu, si tu veux. et ça, j'ai vécu l'expérience, tu vois. Tu te dis, en fait... Et je l'ai fait à un moment donné, et je me souviens que quand je l'ai fait, j'étais très stressée, parce que je me suis dit, il faut qu'on éteigne la brand et qu'on voit si ça a un impact sur c'est un vrai parti pris pour une marque de se dire j'abandonne ma brand et on l'a fait pendant 3-4 mois et d'ailleurs on m'a fait très peur en me disant mais t'as vu le ROAS de dingue de la brand, ça te rapporte tant de chiffre d'affaires. J'ai dit ok, mais on pourra pas prendre de décision si on se dit pas ok, j'y vais, je saute, j'éteins la brand 3 mois, est-ce que mon chiffre d'affaires est stable? La réponse était oui. Donc là j'ai dit ok les gars, on va arrêter de dépenser des milliers d'euros sur la brand, sur toutes les plateformes, je parle pas que de Google. Parce que pour moi, quand tu es une marque, tu veux grossir, tu vas avoir des nouveaux clients. Les mecs qui connaissent déjà Réjeanne parce qu'ils t'ont vu et qui tapent ton nom, pour moi, ils sont à toi, quoi. Et les 1 ou 2 que tu vas perdre, ils valent pas ton tout stress et ton argent. Faut mieux mettre son argent sur la partie acquisition. Avant tout, C'est ce qu'on recommande pour la grosse majorité des marques avec qui on bosse. Faut trouver le bon équilibre entre ce qu'on dépense sur la brand pour protéger sa marque parce qu'il y a des concurrents qui vont se positionner. Et il faut trouver aussi le bon levier pour aller chercher des nouveaux clients. C'est ça qui compte, pour le coup. Et ça, tu as eu cette réflexion-là dès que tu t'es un peu lancé ou... Non, on a fait l'erreur, en fait, pas longtemps, heureusement, mais on a fait l'erreur au tout début d'investir des sommes pas négligeables dans la brand.
Jusqu'à ce que je me dise, en fait, non, cette somme-là, on doit la réserver à l'influence et aux campagnes, pas à Google, Meta. Puis il y a des agences aussi qui vont vouloir se camoufler un peu derrière la brand en se disant ok, regardez, on a des bonnes perfs sur vos campagnes d'acquisition de paid media parce qu'il y a la brand inclus. C'est un peu ce que tu as dit. Nous, avec des clients, évidemment, il y a la brand parce que c'est une demande de leur part. Et après, ceux avec lesquels on l'a pas, un peu comme toi, on assume aussi le côté c'est normal que ce soit plus cher, il n'y a pas la brand, l'acquisition peut être plus chère. Je pense que ça s'assume aussi côté agence, tout autant que côté marque, d'accepter que sur de l'acquisition pure. Et c'est aussi savoir quel est le vrai prix de ce qu'on paye pour un nouveau client. C'est ça qui est clé. C'est ça. Après, chacun peut avoir sa stratégie, mais c'est sûr que chez Réjeanne, moi, le chiffre que je vais aller chercher sur Shopify, c'est cette semaine, j'ai combien de nouveaux clients. Et après, j'ai dépensé combien sur tous tes leviers paid, etc. Et après, je me dis, ça m'a coûté tant. Ouais, ça marche. C'est la bonne structure à avoir. Et on peut aussi, si tu peux nous parler un petit peu de ta structure globale en paid. Nous, on fait surtout la partie Google Ads avec toi. Comment tu gères les autres leviers? À quoi ils te servent? Comment elle se fait ta stratégie globale? Donc hors Google, tu veux dire, c'est ça. Sur la partie, je sais que tu es sur TikTok, sur Meta, etc. Comment tu gères ces parties un peu? Alors, c'est sûr que sur TikTok et Meta, c'est pas tout à fait pareil. Moi, je trouve que TikTok est très, très cool pour tout ce qui est justement notoriété et brand, parce que tu peux toucher beaucoup de personnes pas chères. Pas cher, ouais. Vraiment pas cher. Donc, en plus des plus jeunes générations, je pense que c'est important de pas... c'est important pour toutes les marques en réalité, que ce soit culotte menstruelle ou autre, de rester jeune, de toujours essayer de chercher les plus jeunes. Ce qui est un peu un challenge pour moi, parce que tu vois, j'ai 42 ans, donc je suis pas très jeune, mais j'essaye d'aller chercher les gens qui sont au lycée, qui ont 20 ans, et donc pour lesquels c'est un sujet aussi. Sur TikTok, mais sur TikTok, tu as quand même les gens plus jeunes, pas chers, avec un coût, un CPM très bas. Donc TikTok, c'est pour ça. Et Meta, alors Meta pour tu as la viralité de l'organique aussi sur TikTok qui complète bien la stratégie paid. Tu as la viralité de l'organique, mais même si tu fais du paid, c'est pas cher. C'est pas cher. Et Meta, je l'utilise comme Google sur l'acquisition. J'ai des campagnes d'acquisition. Et sur Meta, après Meta, moi j'ai plus une structure où je fais plein de campagnes. J'ai tendance vu qu'on fait beaucoup d'innovation et de nouveaux produits, j'ai tendance à mettre des petites boîtes dans mes campagnes, ce nouveau produit, de regarder quelle innovation m'apporte le plus de nouveaux clients. Et aussi le rôle un peu de l'organique. Sur Instagram, tu as beaucoup d'abonnés sur Réjeanne, etc. Est-ce que tu trouves que ça a vraiment un gain? C'est quelque chose d'important? Les marques, elles doivent réfléchir à vraiment avoir une stratégie là-dessus, ou tu penses que c'est un peu plus secondaire? Pour toi, ça fait vraiment vendre? Alors, tu veux dire la partie organique sur Instagram? Ouais, essayer d'avoir la communauté sur les réseaux, etc. C'est Alexandra qui est l'experte, qui fait vraiment tout ce qui est réseaux sociaux et stratégie. Mais alors, oui, c'est hyper important pour moi. C'est vraiment très, très important, l'organique, parce que je pense que c'est quand même important d'être une love brand, comme on dit. Les gens doivent aimer se retrouver sur ta page et construire cette communauté, c'est hyper important. C'est ce que vous faites vous pas mal avec le contenu humoristique que vous avez en organique et aussi pédagogique, parce qu'il y a un... Pédagogique, média aussi. Ça revient à ce que je dis, que tout s'imbrique en réalité. Parce que je dis que tout le paid s'imbrique, de Klaviyo jusqu'à TikTok, mais tout s'imbrique aussi avec tes opérations d'influence et aussi, comme tu dis, sur l'organique, sur ta page Instagram ou TikTok. C'est un tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, tu avais Enjoy Phoenix qui avait bien porté la marque au début. Est-ce que depuis, l'influence, c'est toujours un gros levier pour toi? T'en fais, t'as plein d'acteurs avec lesquels tu travailles, peut-être aussi des micro-influenceurs qui se fait beaucoup. Est-ce que ça tu utilises? Alors, du coup, on a eu la chance d'avoir Marie Lopez qui avait parlé de nous au début. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne savait pas que la vidéo est sortie. Je me souviens. C'était pas un partenariat payé. Et j'étais en vacances et mon mari me fait: il y a vachement de gens sur le site. Donc, c'est ton mari qui était le plus stressé de l'évolution de Réjeanne. Il y a autant de gens sur le site. Et j'étais avec Alexandra au téléphone et on s'est dit: ah purée, on était hyper heureuses. Non, alors c'est sûr que l'influence a un peu évolué avec le temps. C'est important pour nous de faire des partenariats avec des personnalités. Après,
on n'est pas non plus une multinationale, hein, donc on fait aussi dans nos moyens. Mais ceci dit, on prend des personnes. On fait de l'influence avec les personnalités connues, mais c'est vrai, comme tu dis, qu'avec le temps, nous on trouve que la micro-influence, ça marche plutôt bien en fait, même très très bien. Donc on fait un peu des deux, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup plus de micro-influence aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Ok. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, de façon globale, le marché se tourne un peu plus vers ça. Ouais. Les plus petites communautés. Donc pas mal d'évolutions finalement depuis que tu as lancé. Ouais. Bah ouais. Ouais, en fait le digital, mais c'est ça qui est passionnant. C'est aussi le digital aussi, ouais. C'est que tu t'es pas chier, tu vois. C'est sympa. C'est sympa, tu t'es pas, mais même pour Rumble, tu vois. Faut pas se ramollir quand même. Tu te ramollis pas sur Rumble. On n'a pas le choix non plus, nous. Mais c'est ça qui fait qu'on s'ennuie pas. Et c'est ça qui est cool avec le digital, c'est que tu t'ennuies pas. Et tu penses c'est quoi les gros enjeux qui vont arriver là avant 2030 Comment tu sens? Mais alors ça c'est le truc. Il fait appel à ton côté médium là. Mais alors attends, je suis d'accord, t'es complètement médium si tu fais ça, parce que franchement si pendant le Covid tu m'avais dit que l'IA prendrait cette place 5 ans plus tard, je t'aurais dit jamais de la vie. L'IA c'est un truc de fou, alors qu'il y a 5 ans. Ou que la photo, la vidéo, ça soit le truc le plus important. Ouais. La créa, tu m'aurais dit tu vas faire des créas en masse, et je me disais pourquoi Ou même si tu me disais tu peux pas juste prendre ton shooting photo de ton site pour aller mettre sur Meta, j'aurais dit mais pourquoi, tu vois, pourquoi les gens aimeraient moins il faut du contenu différent, vraiment différenciant entre les plateformes, etc. Ça change beaucoup. Mais ça traduit aussi comment nous en tant que consommateurs on consomme le contenu qu'on voit sur internet, qu'on voit sur les réseaux, parce que c'est ça aussi qui joue sur les algorithmes, c'est comment nous on absorbe toutes ces vidéos, toutes ces photos. Aujourd'hui, moi, je consomme quasiment que de la vidéo, alors qu'à une époque, sur Facebook, on scrollait, c'était des posts, quoi. C'était du texte. Des photos de nos potes, des vacances. Les gens ne veulent plus lire. Les gens veulent plus lire, mais c'est vrai ce que tu dis, les gens veulent plus lire, parce que moi, je me souviens, mais même si tu prends la première version de notre site web, on avait mis de la poésie lyrique et des tartines de texte. Et aujourd'hui, on réalise que, en fait... Il faut juste 2-3 boutons et des belles photos, des belles vidéos. Des photos avec des schémas, pas de texte en fait. Les gens lisent pas. Donc en gros là, on s'adapte en fonction de ce qui se passe. Et en 2030, on fera un podcast, on fera un point. On fera un point, pour savoir où on en est. Google n'existera plus, je sais pas. Ouais, je pense quand même. Ils vont. Je sais pas. Dans 4 ans peut-être. J'espère quand même. Parce que Google... mais remplacé par un autre truc. Ah oui, non, alors le seul truc, je me suis dit, est-ce que ça pourrait se passer ou pas, c'est... mais je sais pas, hein, mais la fin de Shopify, tu vois. Okay. En gros, t'es sur TikTok ou sur le réseau social du machin, tu vois le produit et puis tu cliques sur un bouton et tu l'achètes. TikTok Shop développé sur tous les canaux, etc. Donc les gens viennent plus tu vois, les gens viennent carrément plus te voir sur ton site, mais voient sur Internet et disent, ok, je le prends. Ouais. Ah, il n'y a plus d'achat en propre, en direct. Que des revendeurs, en fait. Que du réseau social, que du... pas de site internet. Des sites marchands intégrés à la plateforme directe. Ouais. Nous, pour te dire, nos gros sujets là du moment, c'est de savoir comment va être le GEA, l'achat directement, le shoppable sur les LLM, sur ChatGPT, sur... Là, c'est les gros sujets. Ça sort pas mal, là, cette année, il y a pas mal de plateformes qui commencent à le sortir. Ouais. Ils sortent des tests aux US, là. Le budget minimum, c'est 200 000 € par mois. Ah oui. Mais ça va être un sujet pour les marques, pour les agences, comment... 200 000 balles pour que ChatGPT dise que t'es meilleur. ChatGPT, il commence à faire des collabs avec des agences et des clients, c'est à partir de 200 000 $ par mois. Putain, c'est cher. Mais c'est sur leur phase de test aussi, hein, c'est parce qu'ils veulent, je pense, du volume. Mais ouais, en fait, c'est vrai que si tu parles à ton IA à longueur de journée et que tu dis j'ai envie de m'acheter une culotte menstruelle et que ChatGPT te dit bah vas-y, t'as qu'à prendre une Réjeanne et puis t'aurais même pas de site, tu cliques dessus, puis t'as peut-être ils vont finir par faire des qui arrive. Peut-être. Qui sait. On verra bien. Après, si c'est le cas, ils vont tuer Meta et Google au passage, mais oui. Probablement. Ouais. Ou alors, il y aura la même version intégrée sur Google. Quand on tape, il y aura l'IA qui te guide. Après, quelle est la limite entre un référencement organique qui te guide bien pour une recherche, un produit qui correspond bien à ta recherche, et quelqu'un justement qui met plus de budget qu'un autre pour vendre son produit. Sponsoriser la partie organique. Un peu comme il se passe aujourd'hui finalement sur Google quand on fait des recherches. Hein. Quelle est la limite entre le référencement organique sur Google et le shopping qu'on présente? Je trouve qu'avec le temps, le sponsor Google, il est de plus en plus discret, comment dire. C'est-à-dire que ton organique, c'est toujours bien d'être numéro 1 en SEO, mais
finalement, ça se confond. Tu te prends un peu le sandwich payant au-dessus. Donc, il faut scroller beaucoup plus pour arriver à l'organique. Quoi. C'est ça. Ouais, forcément, ça leur apporte de l'argent, donc ils poussent les marques à investir, donc ils mettent en avant le... C'est de bonne guerre. C'est ça. Oui. Bon, et là, on arrive pas mal sur la fin de l'épisode. Qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour toi et pour Réjeanne, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux me souhaiter d'acquisition à 1 Encore centime, plus bas. je sais pas. Non, un coût d'acquisition plus bas quoi. Ça reste plus de rentabilité. C'est la rentabilité, le coût d'acquisition, moins de créa, je sais pas. C'est vrai que la créa, c'est quand même... C'est lourd. C'est lourd. Le process, etc., de les faire bien avec ses équipes, etc. Et puis, tu vois, tu peux jamais tu te reposes pas, quoi. Tu dois toujours sortir du... Après, c'est ça qui fait qu'on s'ennuie pas aussi, donc je sais pas. Un coût d'acquisition plus bas, on va dire. Ok. Bon, très bien. On va bosser là-dessus, nous, pour voir comment on peut t'aider. Réfléchir sur la partie créa, comment on peut automatiser pour que ça produise plus vite. C'est le sujet des marques aussi. L'IA, ça permet de produire très bien, et quand on arrive à l'automatiser dans la production, c'est encore mieux. Donc, on va réfléchir à tout ça avec Antoine. Tu veux peut-être faire un petit mot de la fin. Je vais dire un grand merci à Hawaii pour être venu et avoir présenté Réjeanne. Et puis, au plaisir de continuer à bosser ensemble. Ça marche. C'est ça. Nous remercions en tout cas ceux qui nous ont écoutés sur cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour voir la suite des podcasts qu'on va pouvoir présenter. Et puis laisser un petit commentaire, un petit like pour le référencement. C'est un peu la clé. Et allez voir le site de Réjeanne et ses ça. Réseaux sociaux aussi, pas mal actifs sur LinkedIn. Si vous tapez sur Google, vous cliquez pas sur le sponsorisé, sinon le coût d'acquisition va monter. Vous allez en organique. Allez dans la description, on mettra le lien, ça sera plus facile. Merci. Nickel. Merci, bonne journée à tous. Ciao.